Salut à tous. Le 10 mai 1933, l'Allemagne plonge dans une nuit symbolique où les flammes ne se contentent pas de consumer des livres, mais s'attaquent aux idées, aux rêves et aux voix qui osent défier le dogme nazi. Dans de nombreuses villes allemandes, les nazis organisent des autodafés grandioses, où des milliers d'ouvrages sont jetés au feu sous les regards enthousiastes de la foule. Ces événements ne sont pas des actes isolés ou spontanés, mais des manifestations soigneusement orchestrées par la Deutsche Studentenschaft, l'organisation des étudiants allemands, sous la supervision et l'influence directe de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Goebbels joue un rôle central dans ces autodafés, à la fois en tant qu'architecte idéologique et en tant qu'orateur flamboyant. C'est lui qui donne l'impulsion décisive pour que les autodafés soient non seulement des actes de destruction, mais aussi des spectacles de propagande. Son discours prononcé lors de l'autodafé de Berlin, sur la place de l'Opéra, est devenu l'un des moments emblématiques de cette campagne de purification culturelle. Dans ce discours, Goebbels proclame avec passion que l'âme allemande peut à nouveau s'exprimer et que la destruction des livres dégénérés marque le début d'une renaissance spirituelle. Il présente les autodafés comme un acte sacré, une sorte de rituel collectif destiné à libérer le peuple allemand des influences étrangères et corruptrices. Pour lui, ces flammes sont une métaphore, elles doivent éclairer la voie vers une culture allemande dite pure, débarrassée des éléments jugés nuisibles par le régime. Le rôle de Goebbels ne se limite pas à des discours. En coulisses, il orchestre minutieusement ces événements. Il veille à ce que chaque autodafé soit parfaitement chorégraphié, avec des cortèges de torchés, des chants patriotiques et une couverture médiatique massive. Les journaux, la radio et les actualités cinématographiques relaient les images des bûchers à travers tout le pays, transformant ces actes en une démonstration spectaculaire de l'unité nationale et de la puissance nazie. Goebbels supervise également la liste des livres à détruire, compilée par des intellectuels nazis proches de lui. Cette liste comprend des œuvres d'auteurs juifs comme Sigmund Freud et Heinrich Heine, mais aussi de nombreux écrits socialistes, pacifistes ou libéraux, comme ceux de Remarque et de Marx. Ces livres sont jugés dangereux parce qu'ils propagent des idées contraires à l'idéologie nazie, l'égalité des classes, l'abolition de la propriété privée, la liberté de penser ou la critique de la guerre. Freud, père de la psychanalyse, symbolisait tout ce que les nazis méprisaient. Juif autrichien, il incarnait l'intellectuel cosmopolite. Mais ce n'est pas uniquement son origine qui faisait de Freud une cible. Ses théories sur l'inconscient, la sexualité humaine et les conflits internes contredisaient les idéaux nazis d'ordre, de pureté et de virilité. La psychanalyse était perçue comme une discipline dégénérée. Sa focalisation sur la sexualité, notamment, allait à l'encontre de la moralité stricte que le régime cherchait à imposer. Quant à Marx, philosophe et économiste juif d'origine allemande, sa pensée, à la fois sur le plan racial et idéologique, s'opposait violemment au national-socialisme. Marx défendait une vision internationaliste du monde, appelant à l'union des prolétaires au-delà des frontières nationales. En revanche, le nazisme reposait sur une vision ultranationaliste, exaltant la supériorité de la race aryenne et l'idée de la nation comme entité sacrée. Pour les nazis, le marxisme représentait donc une idéologie destructrice, capable de diviser le peuple allemand en classes sociales au lieu de l'unir sous la bannière du nationalisme. Le nazisme prônait une hiérarchie raciale dans laquelle les Aryens étaient supérieurs à tous les autres peuples, tandis que Marx voyait la société à travers le prisme de la lutte des classes, rejetant les privilèges d'une élite au profit de l'égalité sociale. Ce paradigme marxiste allait à l'encontre de l'idée nazie de domination raciale. Les nazis associaient le communisme et le socialisme au complot juif mondial, une théorie antisémite qu'Hitler développe dans Mein Kampf. Le cérémonial des autodafés reflète parfaitement la stratégie de Goebbels, qui vise à manipuler les émotions du peuple pour les aligner sur les objectifs du régime. Les bûchers sont conçus comme des rituels cathartiques, où le peuple allemand est invité à se libérer des idées qu'il aurait, selon les nazis, perverties pendant des décennies. À Berlin, lorsque Goebbels lui-même jette un livre dans les flammes, la foule exulte, interprétant ce geste comme un acte de purification et de renaissance. Le ministre de la propagande utilise également ces autodafés pour asseoir son autorité et renforcer son image. En apparaissant au centre de ces événements, il se positionne comme le gardien de la culture allemande, celui qui veille à sa pureté et à son alignement avec les idéaux nazis. Goebbels sait exploiter le symbolisme des flammes pour marquer les esprits.
Il compare les livres brûlés à des maladies ou des poisons qu'il est nécessaire d'éradiquer pour protéger le corps national. Ce contrôle minutieux du message et de la mise en scène illustre l'importance des autodafés dans la politique culturelle nazie. Ces bûchers ne sont pas simplement des gestes symboliques, ils s'inscrivent dans une campagne plus vaste visant à remodeler complètement la société allemande selon les préceptes nazis. Goebbels veut éliminer toute trace d'opposition intellectuelle ou morale pour garantir l'adhésion totale du peuple à l'idéologie du Troisième Reich. Ces autodafés, aussi spectaculaires qu'ils soient, révèlent également l'insécurité fondamentale du régime nazi. En brûlant ces livres, les nazis reconnaissent implicitement la puissance des idées qu'ils contiennent. Les flammes deviennent ainsi un témoignage de la peur qu'inspire la liberté de penser à un régime basé sur le contrôle totalitaire. L'histoire des autodafés nazis, et le rôle central qu'y joue Goebbels, reste un rappel effrayant de ce qui peut se produire lorsque la censure et la propagande prennent le pas sur la liberté d'expression. Ces flammes, qui brûlèrent des livres en 1933, annonçaient déjà celles qui embraseraient l'Europe quelques années plus tard. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants de l'histoire. À bientôt.